Chapitre 1. Le dîner interrompu. La pluie martelait les fenêtres du salon comme un battement constant et rythmique. Dans le majestueux hôtel particulier de Varnier, aux portes de Lyon, les lustres brillaient d'une douce lueur, se reflétant sur l'argenterie soigneusement polie. Il s'agissait du dîner de charité annuel organisé par Madame Geneviève Varnier, veuve du célèbre industriel sucrier Armand Varnier. La soirée s'est déroulée avec des conversations polies, des toasts discrets et des couteaux tranchant le surlonge avec une précision aristocratique. Au bout de la table, Madame Varnier levait sa coupe de champagne lorsque le majordome, Jacques, fit irruption dans la pièce, le visage aussi blanc que la nappe. « Excusez-moi, mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix tremblante. Quelque chose s'est passé dans la pièce bleue. La pièce tombe dans un silence de mort. Madame Varnier s'assit lentement. « Que s'est-il passé, Jacques ?» L'homme déglutit. « Monsieur Félix a été retrouvé mort. Il est sur le sol à côté du buffet. Et il y a du sang. » Un halètement étouffé sortit de Miss Aline, la jeune nièce de l'hôtesse. Le docteur Renard, présent au dîner, se leva aussitôt et se rendit dans la salle bleue avec Jacques, suivi de plusieurs des convives. Madame Varnier, sans perdre son sang-froid, resta ferme tandis que son regard se posait sur la chaise vide, à sa droite, celle de Félix Dumaine, son administrateur de confiance depuis plus d'une décennie. Quelques minutes plus tard, le médecin est revenu avec un visage sérieux. « Il n'y a aucun doute, » dit-il doucement. « Il a été assassiné, avec un coup violent à la base du crâne, avec un objet contondant, peut-être quelque chose provenant de la vaisselle elle-même. L'endroit est en désordre, comme s'il y avait eu une bagarre ou une perquisition. » Un murmure de perplexité parcourut la pièce. Madame Varnier a fermement demandé que personne ne quitte la maison. La police a été immédiatement prévenue. Mais avant l'arrivée des gendarmes, un homme était déjà en route. Le lendemain, une voiture gris foncé s'est arrêtée devant le portail en fer forgé du manoir. Un petit homme impeccablement habillé, avec une moustache finement taillée et une canne qu'il utilisait plus par style que par nécessité, sortit du véhicule. « Mademoiselle Fournier, » dit-il doucement en montrant sa carte au gardien à l'entrée. « Je suis Hercule Poirot. J'ai été invité par Madame Varnier à dîner hier soir, même si, semble-t-il, je suis arrivé un peu en retard. » Le garde le laissa passer, visiblement impressionné. Poirot traversa le jardin encore humide de l'orage et se présenta à l'hôtesse qui l'attendait dans le hall principal, avec une expression d'inquiétude contenue. « Monsieur Poirot, merci d'être venu. Je sais qu'il est inhabituel de demander vos services avant que la police n'ait terminé son rapport, mais ce n'est pas un crime courant. Félix n'avait pas d'ennemis. Il n'avait aucun vice. Il vivait pour l'ordre et les nombres. Quelque chose ne va pas. » Poirot hocha poliment la tête. « Madame, quand les apparences sont trop propres, c'est là qu'il faut regarder sous la surface. Puis-je voir la scène du crime ?» Il la conduisit dans la chambre bleue. L'endroit avait été bouclé par la police locale, mais Madame Varnier obtint une autorisation spéciale pour que le détective belge puisse l'inspecter discrètement. Poirot marchait lentement, les mains jointes, sans rien toucher. Il a observé le corps, toujours présent, en attendant le coroner. Puis il s'arrêta devant le buffet, où l'une des cuillères en argent était tombée par terre, le manche plié. « Curieux » murmura Poirot.
Une cuillère tombée au milieu d'un crime violent, et encore plus, une cuillère qui ne semble pas avoir été utilisée pour le dîner. Son regard se durcit un instant, puis il se tourna vers madame Varnier. Pourriez-vous Me dire, Madame, si des couverts ont été enlevés ou remis en place après le dîner. Elle fronça les sourcils. Pas à ma connaissance. Mais je peux consulter Jacques Poirot sourit. S'il te plaît, et en attendant, j'aimerais voir la liste complète des invités, ainsi que les places attribuées. Tu sais, pour commencer à... appliquer mes petites cellules grises? L'enquête d'Hercule Poirot avait commencé. Et au centre de tout cela, une cuillère en argent, qui n'était pas là où elle aurait dû être. Chapitre 2. Ombre sur la table. Jacques, le majordome, était un homme au visage impassible, vêtu d'un uniforme noir qui contrastait avec sa démarche silencieuse. Lorsque Madame Varnier le convoqua à la bibliothèque, où Poirot se tenait près de la fenêtre, il entra avec un léger signe de tête, sans montrer aucune émotion, comme si le crime commis au manoir n'avait pas perturbé sa routine. « Monsieur Jacques, dit Poirot d'un ton amical, j'aimerais vous poser quelques questions si vous le permettez. Je suis à votre disposition, monsieur. » Poirot s'installa dans le fauteuil en velours, ses yeux ne quittant jamais l'homme. « Avez-vous supervisé la mise en place de la table pendant le dîner ?»« Oui, monsieur. Chaque couvert, chaque verre et chaque serviette était placée dans l'ordre habituel de madame Varnier. L'argenterie a été polie le jour même. Avez-vous remarqué des irrégularités, des ustensiles manquants ou égarés ?» Jacques hésita une seule seconde. « Non, monsieur, sauf que madame a demandé que l'on utilise le service de cuillère à dessert antique, ceux qui appartenaient à feu monsieur Varnier. Pourquoi ce changement? C'était un caprice de dernière minute. Elle a dit qu'elle voulait rendre hommage à son mari avec ce détail. » Poirot hocha lentement la tête, caressant sa moustache. « Et après le dîner, quelqu'un a touché à la vaisselle? Est-ce que cela a été retiré? » Non, monsieur. Comme vous le savez peut-être, le crime a été découvert peu de temps après avoir terminé le deuxième cours. Le dessert venait à peine d'être servi. Poirot se leva et se dirigea vers la table centrale de la bibliothèque, où étaient exposés les plans du manoir. Il a pointé son doigt. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire où se trouve le buffet où le corps de monsieur Félix a été retrouvé ?» Jacques se pencha sur la carte. « Tiens, monsieur, devant la fenêtre du salon bleu, juste en dessous du miroir ovale. » Et ce buffet contenait-il quelque chose de valeur? Juste des objets décoratifs, monsieur. Quelques figurines en porcelaine, des verres en cristal et quelques services anciens. Poirot plissa les yeux. Est-ce que cela comprenait une de ces cuillères en argent? Je ne saurais pas le dire. Ce jeu est généralement conservé dans la vitrine de la salle à manger. Je n'aurais pas dû être là. Poirot congédia le majordome avec une légère révérence et resta pensif. Madame Varnier entra quelques instants après, portant avec elle la liste des convives et un plan de la salle à manger où chaque nom était soigneusement noté. Le voici, monsieur Poirot. Le détective l'a accueilli avec un sourire. « Merci, madame. » Ce genre de détail est essentiel. Il examina attentivement les noms. Le docteur Renard, mademoiselle Aline Fournier, le colonel Dupin, le jeune violoniste Paul Marceau, la cousine éloignée des Varnier, madame Lisette Delrieux et une femme nommée Clémence Latour,
décrite comme une amie de la famille. Poirot pinça les lèvres. « Qui a été le dernier à voir Monsieur Félix vivant ?»« Je crois que c'était Clémence, » répondit pensivement Madame Varnier. Il s'est levé avant le dessert en disant qu'il avait besoin d'air. Félix s'est excusé peu de temps après et est également parti. Nous avons supposé qu'il s'agissait de revoir une partie de la comptabilité. Il portait toujours son carnet noir avec lui, et ce carnet, ce n'était pas dans son corps, même pas à la bibliothèque. Poirot haussa les sourcils. C'est curieux, n'est-ce pas? Un homme méthodique qui n'était jamais loin de son carnet disparaît, et peu après, il est assassiné. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était mademoiselle Aline aux yeux rouges. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a quelque chose que vous devriez peut-être savoir, monsieur Poirot. S'il vous plaît, mademoiselle. Elle avançait timidement. Hier soir, avant le dîner, j'ai entendu Félix se disputer avec Lisette dans la galerie. Je n'ai pas compris grand-chose, mais... Elle lui a parlé à voix très basse, presque comme si elle le suppliait. Et il a dit quelque chose comme « Ce n'est pas ma faute si quelqu'un le sait déjà. » Poirot inclina légèrement la tête. « Et tu n'en as pas parlé à la police ? » Je pensais que ce n'était pas important. Jusqu'à maintenant. Poirot la remercia pour l'information et attendit qu'Aline parte. Madame Varnier, Lisette et Félix avaient-ils déjà eu une relation? La femme hésita. Lisette a passé quelques saisons ici il y a des années. C'était une amie de mon défunt mari. Et Félix, eh bien, il était très réservé, mais il était toujours loyal. Poirot marchait lentement vers la fenêtre. Un crime ne se commet pas par hasard dans une maison comme celle-là. C'est le résultat de tensions, de secrets et d'objets apparemment aussi innocents qu'une cuillère en argent. Ses yeux tombèrent sur le jardin trempé par la pluie. « Aujourd'hui, madame, je vais devoir interviewer tous les invités, un par un, et ainsi, avec l'élégance d'un danseur et la ruse d'un faucon, Hercule Poirot s'est plongé plus profondément dans le réseau de mensonges argentés tissés au manoir Varnier. Chapitre 3. Écho du passé. Le lendemain matin apporta avec lui une atmosphère lourde, comme si le manoir Varnier lui-même retenait son souffle. Poirot, déjà réveillé avant l'aube, avait pris son petit déjeuner sur la terrasse de la véranda, entourée de géraniums et du parfum lointain de la terre humide. Dans son carnet à couverture noire, il avait noté méticuleusement les noms, les gestes et les contradictions qui commençaient à apparaître comme des bulles dans un verre de champagne trop secoué. Le premier à être appelé à la bibliothèque fut le colonel Dupin. Avec un dos droit et une moustache grise, sa démarche révélait une discipline pas encore érodée par l'âge. Il s'assit en face de Poirot sans le saluer, le regardant avec suspicion. « Colonel, » commença poliment Poirot, « quelle était votre relation avec Monsieur Félix ?» Je le connaissais à peine. C'était un homme réservé, peu enclin à la conversation. Bien que... Je dois admettre que quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise. Je ne pourrais pas dire quoi. Où étiez-vous lorsque le crime a eu lieu? Dans le fumoir, je lis un article sur la campagne d'Égypte. Je peux vous dire la page exacte. Demandez à Paul Marceau, il était avec moi. Bien sûr, le garçon continuait à jouer de ce satané violon invisible avec ses doigts. Poirot l'a écrit sans lever les yeux. Lorsque le colonel fut parti,
Le jeune Paul Marceau entra, mince, nerveux, les boucles ébouriffées comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Monsieur Poirot, dit-il, en s'asseyant avec un malaise évident, je vous assure que je n'ai rien vu ni entendu. J'étais avec le colonel, presque tout le temps. Cela m'a un peu irrité, pour être honnête, mais je ne suis pas parti. Et quelle impression avez-vous eue de Monsieur Félix ? Paul hésita. C'était correct. Loin. Je n'ai jamais su s'il m'approuvait ou s'il me méprisait. Il ne comprenait pas la musique, il disait que c'était un luxe inutile. Mais je n'ai aucune raison de le tuer, si c'est ce que tu insinues. Et après le dîner, est-ce qu'il est resté dans le salon? Non. Je suis monté dans la serre, au dernier étage pour fumer. J'ai des problèmes d'anxiété, monsieur Poirot. Cela m'aide à respirer. Poirot hocha lentement la tête. Il n'a pas jugé, il a juste observé. Puis vint Clémence Latour, une femme d'âge moyen, au regard félin et à la voix grave. Il portait des gants, même à l'intérieur de la maison, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès de Poirot. « Où étiez-vous, madame, lorsque le corps a été découvert? Sur la terrasse arrière. » Je me suis excusé avant le dessert. J'étais dérangé par l'atmosphère. Dense. Quelque chose était sur le point d'exploser. Et aviez-vous eu une relation antérieure avec le défunt? Félix et moi partagions. Une passion pour la discrétion. Nous nous respections de loin. Mais écoutez attentivement, monsieur Poirot, les yeux plissés. Il y a beaucoup de secrets dans cette maison. Trop. Félix le savait. Il jouait avec le feu. Et toi? Je dansais seulement autour du feu, pas dedans. Poirot la congédia avec une légère révérence. Puis vint madame Lisette Delrieux. C'était une femme qui avait vieilli avec une grâce mystérieuse. Son parfum était ancien et ses mains agitées. Madame, commença doucement Poirot, on m'a dit que vous aviez été vu en train de parler à Félix avant le dîner. De quoi se disputait-il? Elle déglutit. Une affaire personnelle, quelque chose du passé qui a refait surface. Cela n'a rien à voir avec sa mort, je le jure. Puis-je savoir de quoi il s'agissait? Il s'agissait d'un héritage, répondit-il en baissant la voix. Un testament ancien, par Armand Varnier. Mais c'était une erreur, une petite confusion. Félix pensait avoir trouvé un document, mais il n'avait aucune valeur légale. Juste des souvenirs douloureux. Poirot pencha la tête. Et ce document? Il l'a détruit. C'est ce qu'il m'a dit, mais sa voix tremblait jusqu'à la fin. Poirot ne dit rien. En fin d'après-midi, il a interviewé la dernière personne, la jeune Aline Fournier. De toutes les personnes que j'avais vues, elle semblait être la seule véritablement affectée par la mort de Félix. Il m'a appris la comptabilité pendant mon temps libre. Il me parlait des nombres comme d'autres parlent de poésie. Il était gentil, à sa manière sèche. Je ne sais pas qui voudrait lui faire du mal. Et tu n'as rien remarqué d'étrange cette nuit-là? Seulement Lisette. Elle était agitée, comme si elle avait peur de quelque chose. Et aussi, j'ai remarqué que la cuillère à dessert qu'ils m'ont donnée était différente des autres. La gravure était plus élaborée. Poirot s'arrêta. « Tu le gardes? Je l'ai laissé sur la table, bien sûr. Mais maintenant que tu le dis, je ne l'ai jamais vu repris. » Poirot s'assit.
Une lueur s'illumina dans ses yeux. « Mademoiselle, vous m'avez été d'une aide précieuse. » Cette nuit-là, alors que le manoir était endormi, Poirot retourna seul dans la salle à manger. Avec une lampe de poche à la main, il fouilla dans les tiroirs de la commode. Dans le plus étroit, il trouva ce qu'il cherchait, une cuillère en argent, légèrement courbée, et dans le manche, une petite empreinte. Ce n'était pas de la décoration. C'était une fente. Poirot sortit une fine épingle de sa poche. Il l'a insérée dans la fente. Un léger clic se fit entendre. Le haut de la poignée s'ouvrait comme une capsule, et à l'intérieur, soigneusement enroulé, se trouvait un morceau de papier jaunâtre. Poirot le déroula avec des gants. « Ah, mes chéris !» murmura-t-il. Le secret ne résidait pas dans les mots prononcés, mais dans les mots que quelqu'un essayait de cacher dans une cuillère. Et ainsi, la cuillère a cessé d'être un simple ustensile et est devenue la clé d'une vérité soigneusement enfouie. Chapitre 4. Le journal qui n'aurait pas dû exister. Poirot glissa délicatement le papier trouvé à l'intérieur du manche de la cuillère, dans son mouchoir en lin blanc, comme s'il s'agissait d'une ancienne relique susceptible de se désintégrer au moindre mouvement brusque. Il marcha silencieusement jusqu'à la bibliothèque, où la cheminée brûlait encore doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs couverts de livres. Il s'assit très soigneusement, déplia le papier et l'examina à la lumière d'une lampe de bureau. Ce n'était pas une note ordinaire. Le document, bien que froissé et jauni, était daté de 1927 et portait l'écriture indubitable d'Armand Varnier. Il n'y avait aucun doute. Il s'agissait d'un fragment d'un testament antérieur à celui officiellement enregistré après son décès. Il y était question d'une modification substantielle. Une clause qui parlait d'un héritage réservé pour une fille illégitime, nommée uniquement par ses initiales. C.L. Poirot fronça les sourcils. Clémence Latour. La révélation le prit par surprise, mais ne le satisfit pas. Trop évident, trop facile, et surtout, il était trop risqué pour Clémence de cacher un document qui l'impliquait si directement. À l'intérieur d'une cuillère dans la maison où vivait son prétendu ennemi. Non, non, ce n'est pas ainsi que le tueur a opéré. Poirot savait que les crimes les plus parfaits étaient déguisés en erreurs évidentes. À l'aube, M. Delorme, un vieillard méthodique possédant une collection de timbres encadrés, se présenta chez le notaire du lieu. Poirot lui montra le papier. L'homme l'examina avec une loupe, plissa les yeux et murmura « Ceci. Cela n'a jamais été enregistré dans nos dossiers. Mais c'est authentique. La signature est sans aucun doute celle d'Armand. Aurait-il pu être détruit intentionnellement? Si c'était le cas, quelqu'un a fait une grave erreur, car ce document, bien qu'incomplet, modifie substantiellement la répartition de la fortune. Si sa validité était confirmée, Madame Varnier aurait dû reconnaître le bénéficiaire ou risquer une bataille juridique publique. Poirot retourna au manoir avec le parchemin caché sous son manteau. Il entra sans être vu des autres et demanda à parler en privé avec Madame Varnier. Il la trouva assise à son bureau, en train de trier des papiers avec une tasse de thé intacte à côté d'elle. « Madame, commença-t-il, j'ai besoin que vous examiniez
attentivement ce document. « Le reconnais-tu » Elle prit le papier, le lut lentement, et ses yeux s'écarquillèrent avec un éclair d'incrédulité, puis de peur. Ceci a été détruit. Armand me l'a montré il y a des années, quand je pensais mourir. Il m'a supplié de le faire disparaître. Et je l'ai fait. Je l'ai brûlé. Était-ce complet? Non, la deuxième page manquait. Je n'ai jamais su qui était ce CL était. Et il m'a juré qu'il ne le signerait jamais devant un notaire. Mais... Ce document porte votre signature. Poirot la regarda fixement. Et qui d'autre connaissait son existence? Seulement 3 personnes, à ma connaissance. Mon mari, Félix, qui a insisté pour en garder une copie, au cas où quelqu'un l'accuserait de cacher des choses, et Lisette Poirot rangea à nouveau le document. Ce qui n'était autrefois qu'un enchevêtrement de possibilités commençait à prendre une structure claire. À chaque pas, les suspects cessaient d'être des ombres et devenaient davantage des pièces de puzzle. Le soir même, il demande à Jacques d'organiser un autre dîner, même disposition, même menu, même vaisselle. « Voulez-vous répéter la nuit du crime, monsieur Poirot ?»« Pas à propos du crime, Jacques, du mensonge. La salle à manger a été préparée avec un soin rituel. Chaque verre, chaque assiette, chaque cuillère. » Poirot marchait lentement autour de la table, comme un chef d'orchestre accordant sa baguette. Lorsque tout le monde fut assis, Poirot s'assit à la même place que Félix occupait la nuit du crime. Personne n'a parlé. Le silence était tendu, plein d'attente, puis Poirot leva une cuillère à café avec un geste théâtral. « Saviez-vous, dit-il d'une voix douce mais ferme, que cette cuillère contient un compartiment secret. Secret, tout le monde le regardait. Certains sont surpris, d'autres paralysés. Il y avait en elle la preuve d'un héritage oublié, une vérité que quelqu'un a voulu cacher et pour laquelle Félix Dumaine a perdu la vie. Un léger halètement s'échappa des lèvres de Lisette. Clémence plissa les yeux. Paul Marceau, pâle, laissa tomber sa serviette. Poirot se leva. « Maintenant, je sais presque tout, mais pour bien comprendre cette énigme, il me faut encore faire une visite. Il manque une dernière pièce au plateau. » Et sur ce, il s'en alla. Alors qu'il se dirigeait vers sa chambre, il murmura pour lui-même « C'est elle ?» Ou était-ce un faux indice pour détourner l'attention de la mauvaise initiale? La cuillère avait parlé, mais son histoire n'était pas encore complète. Devons-nous continuer avec le chapitre 5 ? Chapitre 5. L'héritière invisible. Le lendemain matin, Poirot quitta tôt le manoir Varnier, accompagné seulement de sa canne et de son journal en cuir. Leur destination: l'orphelinat Saint-Joseph, en périphérie de Lyon, un lieu oublié par le temps où les couloirs sentaient la craie ancienne et le désinfectant. Il y avait été dirigé par une note discrète retrouvée au dos du mystérieux document, une adresse manuscrite à l'encre délavée, suivie d'une date. Avril 1928. Une sœur âgée le salua poliment, mais avec surprise. « Je recherche des informations sur une jeune fille enregistrée ici, au printemps 1928, » expliqua Poirot de son ton le plus doux. Une fille qui, je suppose, était enregistrée sous les initiales CL. La sœur le regarda avec suspicion, mais voyant sa carte et remarquant son ton respectueux, elle hocha la tête et le conduisit dans une pièce poussiéreuse, pleine de classeurs. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'il ne trouve
le fichier. Le nom complet était Claire Lemarchand, née d'une mère inconnue, père non enregistré, remise à l'orphelinat anonymement par une femme bien habillée qui a signé son nom de famille Durand, sans présenter aucun document. Poirot feuilleta les notes. Claire avait été adoptée en 1934 par une famille de l'intérieur du pays, les Fournier. Fournier murmura Poirot. Comme Aline Fournier, la religieuse hocha la tête. Poirot resta immobile, les yeux mi-clos, sa moustache tremblant légèrement, sous l'effort de ses pensées. Puis il se leva résolument. « Merci, ma sœur. Vous avez été d'une grande aide. » Lorsqu'il est revenu au manoir, il a demandé à voir Aline. Il la trouva assise dans la galerie vitrée, lisant un livre sans vraiment y prêter attention. Elle ferma le volume en le voyant s'approcher, l'air anxieux. « Avez-vous découvert autre chose, monsieur Poirot ? » ?»« Peut-être, et peut-être pas, » répondit-il avec un sourire ambigu. « Mais d'abord, je dois comprendre quelque chose. Votre mère a-t-elle été adoptée ?» Aline se tendit. « Ouais. Ils ne me l'ont jamais caché. Ma mère, Claire, a été adoptée par mes grands-parents lorsqu'elle était enfant. Il est mort il y a des années. » Savait-elle quelque chose sur ses origines? Non. Elle a seulement dit qu'elle était née à Lyon, mais qu'elle n'avait aucun intérêt à chercher ceux qui ne voulaient pas d'elle. Poirot hocha la tête très lentement. « Et vous n'avez jamais voulu enquêter davantage? » « Honnêtement, monsieur, non. Ma mère était extraordinaire. Ce qui s'est passé avant, je m'en fichais. » Poirot resta silencieux un instant. « Pourriez-vous me montrer une photo d'elle ?» Aline le conduisit dans un petit salon, où elle sortit un album. Poirot a pris une vieille photo en noir et blanc. Sur cette photo, Claire apparaît avec ses cheveux noirs attachés en arrière, ses yeux intenses et un sourire sobre. Poirot n'avait besoin de rien de plus. Les traits étaient indéniables. La ressemblance avec Armand Varnier était subtile, mais indéniable. Cet après-midi-là, Poirot réunit à nouveau Madame Varnier, Lisette, Clémence et Aline dans la bibliothèque. Debout près de la cheminée, il a gardé le sang-froid d'un juge avant de rendre son verdict. « Mesdames, permettez-moi de vous présenter la personne la plus importante de cette histoire, » dit-il en désignant doucement Aline. « Mademoiselle Aline Fournier, ou, si le destin avait été plus juste, l'héritière légitime d'Armand Varnier. » Aline se figea. Lisette porta une main à sa bouche. Clémence baissa les yeux. Madame Varnier ferma les yeux comme si quelque chose d'inévitable venait de se matérialiser. Poirot continua. Claire Lemarchand, sa mère, était la fille illégitime d'Armand, le document que Félix avait caché dans la cuillère en argent, celui-là même qu'il pensait détruit, lui laissait une partie de l'héritage. Mais ce document a dû disparaître. Et quelqu'un, mesdames, était prêt à tuer pour s'assurer que ce soit le cas. Lisette rompit le silence d'une voix tendue. « Vous dites que l'un de nous a tué Félix pour cette raison ?» ?»« Je ne le dis pas encore, » dit Poirot. « Mais je sais une chose. Félix avait trouvé le testament. Il avait prévu de le montrer aux autorités. Il voulait faire ce qui était juste, même si cela lui coûtait son poste. Mais il a commis une erreur fatale. Il l'a dit à la mauvaise personne.
quelqu'un qui a trop à perdre si cette vérité venait à être révélée. « Et qui ?» demanda madame Varnier d'une voix dure. « Ah, madame, c'est la question. » À laquelle je répondrai très bientôt. J'ai juste un détail supplémentaire à confirmer. Un tout petit. Poirot fit un pas vers la porte, puis se retourna avec une expression sérieuse. Mais rappelez-vous ceci. Le tueur croyait que... La vérité était enterrée avec Félix. Ce qu'il ne savait pas, c'est que parfois, une cuillère peut contenir plus que du dessert. Et sans rien dire de plus, il partit, laissant derrière lui un silence épais comme un brouillard. Chapitre 6. Une vraie dame ne se salit pas les mains. Les murs du manoir Varnier restaient silencieux, dans l'expectative, comme si le bâtiment lui-même pressentait l'issue imminente. Poirot, toujours méticuleux, avait passé les dernières heures à passer en revue les petits détails, les horaires qui se chevauchent, les expressions mal dissimulées, la disposition des couverts au dîner, et surtout les mensonges enveloppés. Dans des mots élégants, ce soir-là, elle demanda à Jacques du thé sans sucre. Il a été servi dans la salle de musique, où les partitions de Paul Marceau étaient encore ouvertes au piano, comme si quelqu'un avait été interrompu en plein milieu d'une mélodie. Poirot regarda la théière, retourna sa tasse et, avec une serviette, essuya un grain de poussière que personne d'autre n'aurait remarqué. « Le tueur n'a fait qu'une seule erreur, » murmura-t-il. « Un tout petit. » Mais fatal. À ce moment, madame Varnier parut toujours posée, mais le visage plus pâle que d'habitude. « Monsieur Poirot, savez-vous qui a fait ça ?» Il hocha lentement la tête. « Oui, madame. Mais je dois le confirmer avec toutes les personnes. » Présente. La vérité, une fois révélée, doit être révélée à tous ceux qui ont été témoins du mensonge. Cette même nuit, Poirot réunit tout le monde une fois de plus dans le salon bleu, celui-là même où le corps de Félix Dumaine fut retrouvé. L'atmosphère était dense. Les chaises formaient un demi-cercle devant la cheminée. L'atmosphère rappelait celle d'une salle d'audience. Et Poirot, avec sa démarche méthodique, assumait le rôle de juge sans ostentation. « Mes seigneurs et mesdames, » commença-t-il, « je vous remercie de votre patience. Le moment de vérité est maintenant arrivé. » Il s'arrêta à côté d'un petit piédestal où reposait la cuillère en argent, soigneusement emballée. Cette pièce apparemment innocente contenait un testament. Oublié. Un document révélant l'existence d'une fille illégitime d'Armand Varnier. Cette fille était Claire Lemarchand. Et sa fille est notre chère mademoiselle Aline Fournier. Un léger murmure parcourut la pièce. Poirot continua. Félix Dumaine a découvert le document. J'avais prévu de le rendre public. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il fut assassiné, frappé sur la tête avec un objet contondant, probablement un poids de bureau, puis disposé de manière à ressembler à une victime de vol. Il s'est rapproché de Clémence Latour. Vous, madame, aviez une raison puissante de cacher la vérité. Si Aline était reconnue comme héritière, sa place dans la famille, en tant qu'amie de confiance, en tant que confidente de madame Varnier, serait réduite. Mais ce n'est pas toi qui as commis le crime. Clémence haussa un sourcil. Mais ne parla pas. Poirot se tourna ensuite vers Lisette Delrieux. « Madame Lisette, tu étais le seul à avoir admis avoir eu une dispute avec Félix. Et il a parlé d'un ancien testament.
bien qu'il n'ait aucun moyen de le savoir. À moins... Que vous ne le connaissiez déjà. Lisette bougea sur son siège. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'il a menti. Que vous connaissiez l'existence de Claire le marchand. En fait, c'est vous qui l'avez donné à l'orphelinat sous le nom de Durand, que vous avez utilisé, comme je l'ai découvert, pendant une brève période, lorsque... Vous viviez à Paris après un scandale familial. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. C'était ta fille, n'est-ce pas? dit Poirot à voix basse. Lisette baissa la tête. Ouais. Mais Armand ne la reconnaissait pas. Et quand Félix a trouvé le document, j'ai eu peur que... tout sorte. Je ne pouvais pas me le permettre. Pas pour moi, mais pour elle. Poirot fit un léger geste. Non, madame, vous avez protégé votre fierté. Mais ce n'est pas toi non plus qui as tué Félix. Tu as pleuré cette nuit-là. Je l'ai vu dans ses yeux. La peur n'était pas celle d'un meurtrier, mais celle d'une mère. Exposée, Lisette fondit en larmes. Clémence l'entoura de son bras. Poirot se tourna alors vers madame Varnier. Madame, vous avez dit que vous aviez détruit le testament, mais je savais que Félix en gardait une copie, et quand il a décidé de le révéler, cela est devenu... Une menace directe pour vous, pas pour l'argent, mais pour l'héritage. Pour l'héritage. Madame Varnier ne se laissa pas démonter. Elle se tenait droite. Allez-y, monsieur Poirot. Tu n'as pas frappé Félix, mais je savais qu'il le ferait. Il a convaincu Jacques, le majordome, de se débarrasser du document. Il lui a dit que, si Félix parlait, elle perdrait tout ce que son mari a construit. Et Jacques, fidèle comme un vieux chien, obéit. Poirot se tourna vers la porte. Jacques, appela-t-il. Le majordome, qui jusque-là était resté caché dans l'ombre, entra. Le regard vide, serré la main. « C'est vrai, dit-il sans lever les yeux. Je ne voulais pas le tuer. Affrontez-le simplement. Mais il a résisté. Il m'a poussé. Et j'ai réagi. C'était un coup dur, juste un. Je ne pensais pas que j'allais mourir. » Poirot ferma les yeux un instant. Et puis il a caché le document là où il pensait que personne ne le chercherait. Dans les plats. Dans la vieille cuillère, dont je savais qu'elle ne servirait plus. Un long silence s'installa. Personne ne savait quoi dire. Madame Varnier se leva, enfin. « Merci, Jacques, dit-il d'une voix grave. Comme toujours. Vous avez fait ce qui était nécessaire, mais cette fois, il n'y avait aucune fierté dans son ton. Poirot se dirigea vers la porte. La justice s'en chargera désormais. Moi, mes amis, je n'ai plus de questions. Et, sa canne à la main, le détective belge quitta la pièce, laissant derrière lui l'écho d'une vérité trop amère pour être célébrée. Chapitre 7. Sous serment de silence. Le lendemain matin, le manoir Varnier était plongé dans un faux calme, comme si le temps avait décidé de se figer en attendant que les échos du crime se dissipent. Mais rien ne se dissipe jamais vraiment, pensa Poirot en prenant son petit déjeuner près de la fenêtre de la bibliothèque. À travers la vitre embuée, je regardais le jardin où Jacques surveillait la taille des rosiers. Le majordome était désormais sous la garde de la gendarmerie locale dans une cellule temporaire du quartier. Mais Poirot n'était pas satisfait. Quelque chose n'allait pas. La scène du crime, la position du corps, l'expression figée de panique sur le visage de Félix. Ce n'était pas l'expression de quelqu'un qui était mort aux mains d'un serviteur fidèle. C'était une réaction de surprise, oui,
mais aussi de trahison. Il y avait autre chose. Poirot se leva et se dirigea vers le bureau. Il reprit son carnet d'observation. Les mots qu'il avait écrits quelques jours auparavant le guidèrent à nouveau. Félix avait peur. Ce n'est pas le contenu du testament qui est en cause, mais qui saurait à qui il appartient? Et puis, c'est arrivé, une image mentale. Dîner, le changement de couvert. Commentaire d'Aline sur la cuillère différente. Le fait que Jacques n'aurait pas dû avoir accès à la vaisselle spéciale sans ordre direct. Et si Poirot demanda à revoir Madame Varnier une fois de plus, il la trouva sur la galerie supérieure, lisant un livre fermé. « Madame, dit-il d'une voix calme, je suis venu vous dire au revoir. » La police a pris le contrôle de l'affaire. Jacques, Avouez. Vous pouvez continuer votre vie. Elle ferma lentement le livre. Et vous croyez vraiment cela, monsieur Poirot? non, pas tout à fait, elle le regarda fixement. Non pas comme une femme surprise, mais comme une femme enfin vue. Alors pourquoi ne dit-il rien? Parce que cette histoire ne concerne pas seulement la loi. C'est un peu plus délicat. L'âme humaine. Poirot s'approcha d'elle. Tu n'as pas brandi l'arme, dit, mais il l'a provoquée, précisément. Il savait que Jacques ne pourrait pas supporter le dilemme moral s'il le présentait comme un acte de loyauté. Madame Varnier ne nia rien. Sais-tu ce qu'aurait signifié ce testament s'il avait été Révélé? La réputation de mon mari détruite. Ma position déshonorée. L'héritage de ma famille révoqué par une fille qui ne l'a jamais reconnu. Et tout ça pour un morceau de papier caché dans une cuillère. Une cuillère, répéta doucement Poirot. Oui, mais pas n'importe quelle cuillère. Le seul de l'ancien jeu qui n'avait jamais été utilisé. Celui qu'Armand a gardé en souvenir, un symbole. Elle hocha la tête avec dignité. Et pourtant, il a été utilisé pour garder la vérité. Et vous, dit Poirot après une pause, avez ordonné à Jacques de récupérer ce papier, et dans sa peur, dans sa maladresse, il a tué. Je ne lui ai pas ordonné de tuer qui que ce soit, mais je savais que cela pouvait arriver, et il a choisi le silence. Madame Varnier se leva, d'un pas lent mais ferme. Et maintenant, tu vas... Me livrer? Poirot réfléchit un instant. Sa réponse était aussi délicate qu'un murmure. Non, elle le regarda, surprise pour la première fois. Non, la loi a déjà Jacques. Et la justice? Eh bien, madame, la justice ne se trouve pas. Toujours dans les tribunaux. Parfois, cela se cache dans la conscience. Et tu vivras avec la certitude que ton silence a détruit un homme fidèle. Cette punition sera plus constante que n'importe quelle sentence. Il s'inclina légèrement. Prenez soin d'Aline, s'il... Vous plaît, elle ne devrait pas porter le fardeau de cette histoire. Il est innocent. Et il le sera si vous le laissez faire. Madame Varnier ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, lentement, comme si ce seul mouvement pesait plus sur elle que le titre de veuve, d'héritière ou de mondaine. Quelques heures plus tard, Poirot dit au revoir à Aline avec une chaleur sincère. Elle lui offrit un léger sourire, reconnaissant mais brisé. Puis il monta dans la voiture qui devait l'emmener à Lyon. Alors que la voiture roulait sur la route de gravier, Poirot se pencha doucement en arrière sur le siège. Ses pensées étaient calmes
mais vive. Dans ce cas, murmura-t-il, la vérité a été servie avec le dessert. Mais l'amertume, ça c'est venu plus tard. Et le grand Hercule Poirot, ses petites cellules grises, satisfaites, ferma les yeux un instant, non pas pour se reposer, mais pour se souvenir. Car, après tout, la mémoire était le seul miroir dans lequel le coupable ne pouvait pas se mentir à lui-même. Chapitre 8. Les mots non écrits. Bien que Poirot ait déjà quitté le manoir Varnier, l'affaire laissait encore son odeur persistante dans les murs. Madame Varnier, silencieuse comme un portrait qui a trop vu, traversait le salon bleu, désormais dépouillé de son aura d'élégance. Ce n'était plus un lieu de rencontre, de musique ou de toast. C'était, tout simplement, un lieu où une vérité trop lourde pour certains et trop tardive pour d'autres avait été révélée. Dans un coin de la pièce, Aline avait pris place, feuilletant lentement l'album de famille que Lisette lui avait offert ce matin-là. Les photographies étaient anciennes, la plupart en sépia, avec des bords usés. Dans l'une d'elles, Claire le Marchand, sa mère, se tenait près d'une clôture, en fer forgé, avec un regard qu'Aline comprenait désormais pour la première fois. Il y avait de la résignation, oui, mais aussi de la fierté. Aline leva les yeux en entendant des pas. C'était Lisette, au visage plus serein que les jours précédents, bien que toujours marqué par des années de secrets enfouis. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» Aline hocha la tête. Les deux femmes échangèrent un long silence, pas gênant, mais nécessaire. « Je ne sais pas quoi te dire, » murmura finalement Lisette. Peut-être n'est-il pas nécessaire de dire quoi que ce soit, laissez simplement le passé parler. Ta mère a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, mais aussi le plus gros poids de ma vie. Je n'ai jamais pu parler d'elle, même pas quand il est mort. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand j'ai grandi? Parce que tu avais déjà assez souffert de son absence. Et j'avais peur. Quand, disant la vérité, tu perdes aussi ta dignité. Je voulais que tu te souviennes d'elle, comme d'une mère, pas comme d'un secret. Aline a fermé l'album. Poirot savait tout, mais il ne vous a pas désigné comme coupable. Parce que je ne le suis pas, répondit fermement Lisette. Je n'ai pas tué Félix. Mais je l'ai poussé. Je l'ai supplié de ne rien révéler. Laissez-le attendre. Peut-être que je l'ai accidentellement poussé de la falaise. Et ça me hante tous les jours. Un long moment s'écoula avant qu'Aline ne lui prenne la main. Tu n'étais pas le seul. Ici, tout le monde a choisi le silence. Pendant ce temps, à Lyon, Poirot s'était installé dans une petite chambre de l'hôtel Métropole. Non pas par nécessité, car sa renommée lui aurait assuré un logement plus luxueux, mais par préférence. Là, entre des murs modestes et une lumière tamisée, ses pensées avaient l'espace pour s'organiser avec la précision qu'il exigeait. Sur la petite table, à côté de son peigne de poche et de son petit flacon d'essence, de lavande, se trouvait une lettre non ouverte. C'était celui de Jacques, écrit avant son arrestation, remis par un officier qui avait reçu des instructions directes de Poirot lui-même. Il l'ouvrit avec précaution. « Monsieur Poirot, je sais que tu connais déjà la vérité. Je sais que, dans sa logique implacable, il a déduit ce que moi-même je peux à peine comprendre. » J'ai adoré Madame Varnier. Pas de manière vulgaire ou romantique. Il l'aimait comme un chien aime son maître.
avec une loyauté aveugle. Lorsqu'il m'a demandé de récupérer le document, je l'ai fait sans poser de questions. Mais il Ne m'a pas demandé de le tuer. C'était à moi, mon erreur. Il m'a mis au défi. Il m'a dit que personne ne pouvait arrêter la vérité. Et je me suis senti coincé. Si tu me détestes, je comprends. Mais si tu peux, dis à Aline que sa mère aurait été fière d'elle. Jacques Poirot a lu la lettre 2 fois. Puis il le plia soigneusement et le mit dans son carnet. Il n'a rien dit. Je n'en avais pas besoin. Quelques jours plus tard, dans la petite église du village, une cérémonie discrète a eu lieu à la mémoire de Félix Dumaine. Il n'y a eu ni discours officiel, ni élégie grandiloquente. Juste quelques mots simples du prêtre local et une dernière phrase écrite par Aline sur une petite carte sur la tombe. Tu avais raison quand personne ne voulait la voir. Poirot n'était pas présent, mais il a envoyé un lisse blanc, non signé, aucune note, car, pour lui, la vraie justice ne nécessitait pas d'applaudissements, seulement le silence et la mémoire. Chapitre 9. Le portrait manquant. Quelques jours après les funérailles, le manoir Varnier est resté enveloppé dans un état de pose mélancolique. Les domestiques se déplaçaient à pas feutrés, évitant les pièces où le souvenir de Félix flottait encore dans l'air. Les bougies de la salle principale n'avaient pas été rallumées, et les dîners étaient désormais courts, sans conversation, comme si chaque mot avait un prix trop élevé. Dans la galerie supérieure, à côté du piano, Aline regardait attentivement les portraits de famille accrochés au mur. Il y avait Madame Varnier dans sa jeunesse, Armand, avec sa pose industrielle imposante, et même une huile sur toile représentant Lisette alors qu'elle avait à peine 20 ans. Mais il y avait un espace vide à l'extrême droite. Le cadre était toujours là, mais la toile avait été retirée. Qu'est-ce qu'il y avait? demanda-t-il à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. La réponse vint de Clémence, qui venait d'entrer avec un plateau de lettres non distribuées. Un portrait de Claire, peint en secret par Armand. Elle l'a fait quand elle avait 18 ans. Mais lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle s'est retirée de sa vue. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas permettre de telles faiblesses dans l'héritage familial. Aline se tourna vers elle en fronçant les sourcils. « Et personne n'a pensé à me le dire ?» Clémence soupira. Ce n'était pas notre secret à partager. Il était l'un des nombreux fantômes que cette maison avait décidé d'enfermer. Où est-il maintenant? Dans le grenier, probablement, avec les peintures non exposées et les souvenirs considérés comme inconfortables. Aline n'a pas répondu. Il est simplement sorti en silence. Le grenier était poussiéreux et sentait le vieux bois. Aline montait les marches étroites avec une lampe de poche à la main. Les fenêtres étaient fermées depuis des années et chaque recoin semblait protégé de la lumière. Dans un coin, recouverte d'une couverture, elle trouva une silhouette rectangulaire, appuyée contre le mur. Avec précaution, il retira le tissu. Portrait de Claire émergea de l'ombre. C'était un chef-d'œuvre. La jeune femme apparaît assise sur un banc de jardin, vêtue d'un tailleur bleu sobre, les mains sur les genoux, le regard sombre et profond. Il y avait de la sérénité dans son expression, mais aussi une douleur cachée. Un geste qu'Aline connaissait bien, car elle l'avait vu se refléter dans le miroir à de nombreuses reprises.
L'émotion monta dans sa poitrine comme une vague lente et amère. Il n'a pas pleuré. Je ne pouvais pas. C'était un sentiment plus intense que de pleurer. Poirot, s'il avait été là, aurait dit « Voilà, mademoiselle. Voici le dernier témoin du crime. » Un témoin sans voix, mais avec un regard. Aline a elle-même décroché le portrait. Il l'a nettoyé. Il l'a transporté dans le hall principal et l'a placé là où il devait être, dans l'espace vide sous le lustre central. Lorsque madame Varnier descendit l'escalier et le vit, elle s'arrêta. « Net, saviez-vous que cela existait ?» demanda Aline. La vieille femme hocha lentement la tête. « Ouais, mais je n'ai jamais voulu de lui ici. »« Je ne suis pas surprise, » répondit Aline, sans rancune, mais avec la clarté qu'apporte la vérité. Madame Varnier s'avança vers le portrait et le contempla pendant plusieurs longues secondes. Puis, d'un petit geste presque imperceptible, il posa un doigt sur le cadre, comme s'il touchait la main d'une ombre. « Armand n'était pas cruel par nature, a-t-il déclaré, mais il avait une conception inébranlable du devoir, et il était impitoyable lorsque la vie s'écartait de ses plans. Ta mère, elle était la seule faille dans sa logique parfaite. »« Alors elle était humaine, » murmura Aline. « Et ça me suffit. » Cette nuit-là, à l'hôtel Métropole, Poirot écrivit une lettre. Ni à la police, ni à aucun journal. C'était pour lui-même, comme une de ces méditations privées que seul un homme méticuleux pouvait justifier. Le meurtre de la cuillère d'argent n'était pas seulement un meurtre, c'était l'irruption d'un héritage qui refusait d'évoluer. Félix est mort pour avoir révélé une vérité qui aurait dû être dite 20 ans plus tôt. Jacques a tué, non pas par haine, mais par loyauté aveugle. Madame Varnier n'a pas enfreint la loi, mais elle a trahi la confiance. Et Aline, sans rien demander, a hérité d'une histoire pleine de silence. J'ai résolu de nombreux crimes. Mais peu sont aussi profondément humains que celui-ci. Il signa de sa signature habituelle et ferma le carnet. Puis, il se versa un verre de liqueur d'anis, regarda par la fenêtre les lumières lointaines de Lyon et se permit, pour une fois, d'éprouver quelque chose de plus qu'une simple satisfaction professionnelle. La mélancolie était permise, parce que le crime était déjà résolu, mais les blessures commençaient à peine à guérir. Chapitre 10. La justice sans jugement. Le printemps se levait à Lyon avec les premiers bourgeons des magnolias du jardin municipal. C'était la saison de la Renaissance, mais au manoir Varnier, tout faste semblait faux, comme si l'endroit avait besoin d'encore plus d'hiver pour se purger. Les échos du meurtre de Félix Dumaine étaient encore présents, même si le monde extérieur commençait à l'oublier, supplanté par de nouveaux titres et des scandales d'un autre genre. À l'intérieur, madame Varnier s'était retirée presque complètement. Il recevait peu de visiteurs et parlait encore moins. Sa silhouette hautaine et polie, qui avait présidé au dîner et au présidium, était maintenant celle d'une statue fantomatique. Mais il ne s'est pas effondré. Il n'était pas ce genre de personne. Au lieu de cela, il a commencé à trier ses papiers. Aline la trouva plusieurs fois en train de brûler des documents dans la cheminée, certains avec les vieux timbres d'Armand, d'autres avec des entêtes d'avocats. « Tu nettoies le passé ?» demanda-t-elle un matin.
Non, répondit madame Varnier, je réduis son pouvoir. Aline n'a pas insisté. Pendant ce temps, Poirot, de retour à Bruxelles, reçoit une lettre inattendue. Elle provient de l'étude du notaire Delorme. C'était, bref, Monsieur Poirot, suite à vos instructions, j'ai pris connaissance du dossier complémentaire sur Armand Varnier que vous m'avez signalé. Comme je le soupçonnais, le testament final, celui qui est enregistré, comportait une clause manuscrite dans la marge. Ce n'est pas officiel. Ce n'est pas signé. Mais dans celui-ci, Armand mentionne « ma fille Claire », dont je ne parle pas en public, mais que je ne peux ignorer dans ma conscience. Le testament a été enregistré sans cette page, délibérément omis. Cela devrait-il être rendu public? C'est toi qui décides. Delorme, notaire Poirot a lu la lettre plusieurs fois, puis il le posa sur l'étagère et partit se promener. La justice, pensait-il, n'est pas toujours écrite dans des codes ou signée à l'encre noire. Parfois, elle est inscrite dans le cœur de ceux qui doivent porter le fardeau de ne pas l'avoir exercée à temps. Au manoir, Aline décide de quitter les lieux. Non pas par fuite, mais par libération. Il a dit qu'il voulait connaître la ville où sa mère a grandi, voir les endroits où elle a mis les pieds, chercher des traces d'elle dans les marges des photographies et des histoires des autres. S'il en restait quelque chose. « Tu reviendras » demanda Lisette en l'aidant à fermer la valise. « Peut-être, mais pas ici. Parfois, il faut laisser une maison mourir pour que la vérité puisse vivre ailleurs. » Avant de partir, Aline a laissé une enveloppe dans la bibliothèque. Il n'y avait aucun nom écrit à l'extérieur. Il ne contenait qu'une copie du portrait de Claire et une petite note pour ceux qui osent regarder directement ce que les autres ont caché. L'histoire n'a pas besoin de vengeance, seulement de la mémoire. Une semaine plus tard, Poirot a reçu un colis emballé dans du papier crème. Aucun expéditeur. À l'intérieur, une copie du portrait de Claire et une cuillère en argent. Le même, il n'a rien dit. Mais le message était clair. La vérité, enfin, était à sa place. Dans son appartement bruxellois, Poirot a placé la cuillère à café dans sa vitrine personnelle. Non pas comme un trophée, mais comme un témoignage. Sur une étiquette, il a écrit de sa propre écriture l'affaire de la cuillère qui parlait plus que ses propriétaires. Et ci-dessous, la vérité servie avec élégance, même lorsque le crime a tenté de la cacher. Puis elle se versa une tasse de chocolat chaud, s'assit près de la fenêtre et, les doigts croisés sur son ventre, ferma les yeux, parce que le mystère était terminé. Mais la déduction, c'est qu'on n'a jamais dormi. Chapitre 11. Les cellules grises ne se reposent jamais. L'affaire de la cuillère en argent a été officiellement close. Non pas par décision de justice, puisqu'il n'y a pas eu de procès, mais par une série de silences soigneusement placés. Jacques a reconnu sa culpabilité et les autorités, satisfaites de ses aveux, n'ont pas enquêté plus avant. L'affaire a été classée sous le titre « Homicide circonstanciel dans le but de protéger des biens ». Mais pour Poirot, c'était, comme toujours, une version simplifiée d'une vérité plus profonde. Dans son appartement de la rue des Capucines, le détective belge a examiné son dossier d'enquête, qu'il n'a jamais partagé avec la presse ni avec la justice. C'était une archive privée de motivation, de contradictions humaines et d'erreurs.
de jugement. Un recueil de psychologie criminelle, sans nom, sans date. Uniquement des comportements. Il a ouvert une nouvelle page. Il a écrit à l'encre bleue « Affaire, la cuillère d'argent ». Leçon. Le crime ne naît pas toujours de la haine. Parfois, il naît du besoin de préserver un mensonge. Cerveau. Madame Varnier. Main exécutante. Jacques, la vraie victime, la vérité. Héritière inattendue, Aline, témoin invisible. Claire, il posa son stylo, joignit les mains et ferma les yeux. Mais avant de me reposer, une pensée me revint. Pas quelque chose d'inachevé, mais un petit doute qui restait encore non résolu. Pourquoi Félix a-t-il gardé le document dans la cuillère et ne l'a-t-il pas remis directement? J'y avais pensé, bien sûr. Peur, méfiance, besoin de preuves, mais quelque chose d'autre flottait dans l'air, comme une mélodie que vous avez l'impression d'avoir entendue sans vous souvenir des paroles. Poirot se leva et se dirigea vers sa vitrine. Là, parmi des objets provenant d'autres affaires, une épingle à cravate avec un saphir caché, un billet de banque non daté, un stylo qui n'écrivait pas, reposait la cuillère. Il le prit délicatement et l'examina à nouveau. Il n'y avait rien de nouveau, pas de compartiment secret supplémentaire, pas de gravure cachée. Et pourtant, le poids de la pièce lui disait quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Le lendemain, il se rend discrètement à Lyon et demande l'accès à l'inventaire de l'hôtel Varnier. Madame Varnier n'y fit pas d'objection. Son énergie était différente, plus discrète, presque absente. Aline n'habitait plus là. Lisette s'était retirée à la campagne. La maison était à mi-chemin entre un mausolée et un musée familial. « Que cherchez-vous, monsieur Poirot » demanda Clémence en le recevant. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais peut-être que vous le saurez quand vous le verrez. C'est Jacques, avant de mourir civilement devant la société, qui avait dit quelque chose sans s'en rendre compte. Personne n'utilisait plus ce vieux service de couvert. Et pourtant, au dîner du meurtre, une cuillère a été placée exactement à la place d'Aline. Ce n'était pas un oubli. C'était une livraison. Cryptique, subtile, mais délibérée. Poirot a passé en revue l'ensemble du jeu. Il y avait 23 cuillères. Onero 24. L'un d'eux avait disparu depuis des années. Selon les archives, il aurait été retiré suite à un prétendu défaut dans sa sculpture. Mais il n'a pas été détruit. C'était la cuillère qui contenait le secret. Et Félix, homme méticuleux, ne le cacha pas comme un lâche, mais le remit sur la table, au dîner, devant la seule personne qui devait en hériter, Aline. Le message était clair. Aline a dû découvrir son héritage par elle-même. Pas d'exposition, pas de bataille. Juste une cuillère, un morceau de la table des puissants qui lui appartenait désormais. Félix n'était pas seulement une victime, il était un témoin. Mais aussi un protecteur. Poirot quitta le manoir pour la dernière fois sans s'annoncer. Sur le chemin du retour vers la gare, il passe devant un marché d'antiquités. Il s'est arrêté. Dans un coin, un vendeur vendait des cuillères dépareillées et détachées. « Quelque chose d'intéressant, monsieur » demanda le marchand. Poirot sourit. « Non, merci. » « J'ai déjà le mien. » À Bruxelles, ce soir-là, il écrivit la dernière ligne de l'affaire. Tous les crimes ne recherchent pas la punition. Certains recherchent la compréhension. Et puis,
comme si le mystère n'avait jamais eu lieu. Il replongea dans l'ordre parfait de sa routine. Il cira ses chaussures, aligna les boutons de gaz, plaça sa montre exacte au centre de la table, et il a clôturé la soirée avec un dernier regard à la cuillère en argent, comme pour nous rappeler que même les objets les plus élégants peuvent contenir les vérités les plus inconfortables. Chapitre 12. Épilogue avec Silver. Reflection. 3 mois se sont écoulés. Au printemps, qui avait apporté doutes et découvertes au manoir Varnier, succéda un été indécis. Le jardin a retrouvé ses couleurs. Les vignes ont commencé à recouvrir les murs d'un vert nouveau, mais à l'intérieur, la maison n'a pas retrouvé son âme. Madame Varnier avait quitté la résidence pour s'installer dans un petit appartement à Aix-en-Provence, où, selon les rumeurs, elle passait ses journées à relire les lettres de son défunt mari et à ne répondre à aucune. Ses dernières instructions étaient claires. L'héritage d'Armand ne serait pas contesté. Aline recevrait une part, non pas en tant qu'héritière légitime, mais en guise de réparation. Le notaire Delorme a exécuté le testament avec discrétion. Aline, qui était à Paris pour suivre des cours d'archivage, reçut la nouvelle avec surprise. « Et qu'est-ce qu'elle dit » demanda-t-il à Delorme, avec un mélange de suspicion et de gratitude. « Rien, mademoiselle. Il a seulement laissé une trace écrite dans laquelle il espérait ne plus jamais avoir à exercer le pouvoir. » À Bruxelles, Poirot avait repris ses habitudes. Mais l'affaire de la cuillère, comme il l'appelait en privé, restait présente dans ses pensées, avec une vitalité inhabituelle. Je l'avais classée comme résolue, oui, mais pas fermée. Parce que certaines histoires ne se terminent pas par une punition, mais par une acceptation. Et cela, la plus difficile des victoires, ne peut pas être forcée par déduction. Un matin, il reçut une lettre manuscrite. L'expéditeur était vide, mais la calligraphie délicate et précise était indubitable. « Monsieur Poirot, je suis en paix, pour la première fois depuis longtemps. Je sais que je n'ai pas été courageux en sa présence. Mais depuis, j'ai appris que le courage ne se manifeste pas toujours dans les confrontations, mais dans les décisions que l'on prend quand personne ne regarde. J'ai fait don de l'ensemble de la vaisselle à un musée de Lyon, sous le nom de Claire Lemarchand. Je ne souhaite plus conserver une table souillée par le silence. Je joins quelque chose qui, je crois, vous appartient. Avec gratitude, Un. Poirot sortit de l'enveloppe un petit objet enveloppé dans du tissu. Il l'a soigneusement déballé. C'était une autre cuillère en argent, identique à celle qu'il gardait, mais sans compartiment caché. Pas d'histoire. Juste une forme. Juste une réflexion. Et pourtant, c'était la dernière pièce du puzzle. Il se leva, traversa son bureau et plaça la nouvelle cuillère à côté de l'ancienne. Un, symbole de tromperie cachée. L'autre, de la vérité acceptée. Et dans ce double reflet, Poirot ne voyait pas 2 ustensiles. Il a vu toute l'histoire. Quelques jours plus tard, dans un café discret du quartier d'Ixelles, Poirot rencontra l'inspecteur Giraud, une vieille connaissance qui, bien que n'ayant jamais rivalisé avec le Belge, avait appris à le respecter. « Encore une affaire sans tribunal ?» demanda l'inspecteur, en remuant son café avec résignation. « N'êtes-vous pas fatigué de fermer des portes que la loi n'a jamais ouvertes ?
Au contraire, dit Poirot, je me spécialise précisément dans cela. La loi est aveugle, mon ami. Mais la justice a parfois besoin de petites lunettes parfaitement calibrées. Et qu'as-tu appris cette fois-ci? Poirot regarda dans sa tasse, comme si le fond lui offrait une réponse secrète. Ce ne sont pas les objets qui mentent, mais ceux qui les utilisent. Qu'il y a des crimes commis par dévotion et des vérités qui meurent de honte. Et ce silence, utilisé avec précision, peut être plus mortel qu'une arme, poétique. Non, juste exactement. Ce soir-là, de retour à la maison, Poirot déposa la 2e cuillère à café dans une boîte en bois avec la lettre d'Aline. Il la verrouillait. Je n'avais plus besoin de l'afficher. L'affaire était close. Non pas à cause de la confession, ni à cause de la punition, mais parce que quelqu'un avait finalement décidé de regarder le portrait oublié en face et de le laisser suspendu, non pas comme une accusation, mais comme un rappel. Poirot s'assit dans son fauteuil de lecture. Et comme l'horloge sonnait 11 heures, il murmura, presque pour lui-même. Ce n'est pas un adios, c'est une conclusion. Et il a laissé le silence faire ce qu'il fait le mieux. Protéger ce qui n'a plus besoin d'être dit. Chapitre 13. Écho dans le métal. C'était une nuit sans lune quand Aline revint brièvement au manoir Varnier. Elle l'a fait seule, sans s'annoncer. Les jardins, déjà négligés, respiraient un air d'abandon. La fontaine centrale, qui autrefois murmurait une eau claire, n'était plus qu'un bol sec, rempli de feuilles et de silence. Elle était venue récupérer un dernier carton de ses affaires, mais au-delà de cela, ce qui la poussait à franchir le seuil était un besoin moins tangible. Fermer la boucle, non pas avec des mots, mais avec de la présence. En entrant dans la pièce bleue, il entendit l'écho de pas qui ne se faisait plus entendre. L'endroit conservait encore cet arôme de bois ancien et de parfums coûteux, mais sans le poids de la surveillance. Cette fois, il n'y avait pas d'yeux mesurant les gestes, ni de couteau coupant l'air avec des silences. Le portrait de Claire était toujours là. « Bonjour, maman » murmura Aline. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais quelque chose, dans le silence de la pièce, semblait contenir une acceptation silencieuse. C'est alors qu'il remarqua un petit objet sur le buffet, une boîte en velours bleu foncé. Je ne me souvenais pas l'avoir déjà vue. À l'intérieur, il y avait une cuillère en argent plus petite que les autres. La poignée était légèrement courbée, sans compartiment caché. Il n'avait pas d'initiales. Mais au dos, il y avait une inscription gravée pour celle qui n'a jamais eu sa place à la table. Pour celle qui n'a jamais eu sa place à table. Aline s'est assise. Pour la première fois dans toute cette histoire, les larmes ont coulé sans retenue. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Quelqu'un, il ne savait pas qui, avait compris l'essentiel. Qu'au-delà du testament, de l'héritage, du scandale familial, ce dont elle avait eu besoin toute sa vie, c'était d'être reconnue. Pas en tant que fille illégitime, pas comme un héritier caché, mais en tant que partie, comme quelqu'un qui avait droit à une place, même s'il était en retard. À Bruxelles, Poirot fermait son journal lorsqu'une enveloppe arriva sans adresse de retour. À l'intérieur, juste une note manuscrite. « Monsieur Poirot, j'ai trouvé la cuillère, tu sais où ?
Je suppose que c'était Madame Varnier. Il ne s'est jamais excusé à voix haute, mais c'était le plus près qu'il pouvait faire. Merci pour tout, UN. Poirot lut la note, la tint un instant avec 2 doigts, puis la plaça entre les pages de son cahier de notes. La cuillère originale, celle qui contenait le secret caché, était toujours dans sa vitrine. Mais cet autre, le dernier, était différent. Il ne contenait aucun indice. Pas de mensonge. Aucun document caché. Juste une phrase. Simple. Inoubliable. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence privée de criminologie à Genève, Poirot fut invité à parler de la psychologie du meurtrier qui n'est pas un criminel. Un oxymore, pourrait-on dire, a-t-il commencé devant un public attentif. Mais ce n'est pas le cas. Il y a ceux qui commettent des crimes non par ambition, ni par colère, mais par peur. Peur de perdre l'ordre, la réputation, l'héritage. Et cette peur, mes amis, ne produit pas de monstres, mais des décisions lâches, déguisées en devoirs. Un jeune étudiant a levé la main. « Et comment punir un crime pareil, monsieur Poirot ?»« Parfois, on n'est pas puni, a-t-il répondu. C'est compris, c'est révélé. Et puis, tu lâches prise. » Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva sur son bureau la cuillère à café qu'Aline lui avait envoyée. Sans cérémonie, il le plaça à côté de l'autre. Maintenant, ils étaient 2. L'un parlait de crime, l'autre de la rédemption. Et entre eux, l'écho d'une histoire où, pour une fois, la justice n'a pas pris la forme d'un procès, mais d'un geste. Poirot se versa un café. Il regarda les 2 cuillères, et il sourit. Car même dans les objets les plus simples, on pourrait encore entendre l'âme humaine, si l'on savait où et comment regarder. Chapitre 14. Le dîner qui n'a jamais eu lieu 1 semaine. Plus tard, dans un élégant restaurant parisien, Poirot fut invité à un dîner privé en son honneur. Elle a été organisée par un petit cercle d'intellectuels et de mécènes, des gens qui, en plus d'admirer la logique impeccable du détective belge, voulaient le voir dans un cadre qui n'impliquait pas de cadavres ou de scandales familiaux. Le maître d'hôtel lui offrit une table sur la terrasse fermée, décorée de lis blancs et de couverts étincelants. Tout était, comme il l'appréciait, rangé. « Monsieur Poirot, ce dîner est un hommage à votre héritage », a déclaré l'hôte, professeur de criminologie à la Sorbonne. « Un esprit comme le sien devrait être célébré pour ce qu'il est, un héritage culturel. » Poirot répondit par un sourire diplomatique et un hochement de tête. « Vous êtes très aimable, monsieur. Mais pour être honnête, il y a un dîner qui surpasse tout hommage. » Les personnes présentes se regardaient avec curiosité. L'un d'eux a demandé « Vous parlez d'une affaire non résolue ?»« Pas tout à fait. Je parle d'un dîner qui a été interrompu par la mort. Ce n'est pas une mort violente, non, une mort lente, d'une vérité qui a mis trop d'années à être dite. » Personne n'a répondu. Ils ont compris que Poirot ne jouait pas avec des métaphores. À cette table, poursuivit Poirot en passant son doigt sur la fourchette alignée devant lui, une héritière inconnue était assise, ignorant quelle était la véritable maîtresse des lieux, et une mère, rongée par la culpabilité, avait choisi le silence comme héritage. Les serveurs ont servi une soupe aux fenouilles et un vin blanc frais
Poirot a à peine goûté la première bouchée. Et avez-vous réussi à réparer cette injustice? A demandé un jeune étudiant assis à sa gauche. Pas tout à fait, répondit honnêtement Poirot. La réparation n'est pas toujours possible. Mais révéler? Oui. Parfois, dire la vérité est la seule chose que vous puissiez faire, et cela suffit à changer le cours d'une vie. Il y eut un silence respectueux. Et qu'est-il arrivé à l'héritière? Il est parti, dit doucement Poirot. Pas avec ressentiment, même pas avec fierté. Il est parti comme quelqu'un qui, ayant trouvé sa place, n'avait plus besoin de rester. Après le dîner, Poirot traversa seul le pont Alexandre III. La nuit était claire. La rivière reflétait les lumières de la ville, avec une sérénité presque théâtrale. Il s'arrêta près d'un lampadaire et sortit un petit objet de la poche intérieure de son manteau. Une copie de la cuillère en argent. Ce n'est pas celui qui a caché le document, pas celui qui symbolisait la rédemption, c'en était un autre, une copie exacte. Mais sans histoire, juste un symbole. Il le jeta doucement dans la Seine. Non pas comme un geste dramatique, mais comme la clôture d'un cycle. La cuillère s'enfonça, sans bruit. « Il n'y a plus rien à sauver », murmura-t-il. Le lendemain, dans son appartement bruxellois, il reçoit une carte postale. C'était une photo du Musée des Arts décoratifs de Lyon. Au dos d'une écriture ferme se trouvait une seule ligne. Maintenant, les plats brillent sans aucun secret. « Merci. » Aline Poirot le posa sur son bureau. Puis il prit son carnet, l'ouvrit à la dernière page du dossier et ajouta une ligne supplémentaire, la dernière. L'affaire est classée non pas par manque de coupable, mais par abondance de compréhension. Et sur ce, il ferma le carnet. Pas pour toujours, bien sûr, mais oui pour ce cas. Parce que, comme il le savait bien, les mystères ne finissent jamais. Ils changent simplement de forme. Et le prochain, peut-être, était déjà en route. Chapitre 15. Les dernières traces de tromperie. L'histoire de la cuillère en argent avait déjà quitté les cercles de conversation. La presse n'y a jamais touché. Les journaux lyonnais, habitués à des scandales plus immédiats, ont classé l'affaire avec une brève note sur un conflit familial tragique qui s'est terminé sans aucune autre charge. Le nom Varnier, soigneusement protégé par des générations de prestige, a survécu avec à peine une égratignure visible. Mais tout le monde n'avait pas lâché le fil. Dans un petit bureau de Lyon, l'inspecteur Girard, un homme à la moustache droite et aux mœurs rigides, feuilletait, une fois de plus, le dossier. La confession de Jacques était là, signée et scellée. La lettre de Poirot avait été courtoise, définitive. Et pourtant, quelque chose dans cette affaire semblait encore incomplet. J'avais brièvement interviewé Jacques avant son transfert. Le vieux majordome, d'une voix fatiguée, ne demanda pas grâce. Il ne s'est pas défendu, mais il laissa échapper une phrase qui bourdonnait maintenant dans la tête de l'inspecteur. « J'ai simplement obéi. Je ne l'ai pas frappé avec l'intention qu'ils prétendent avoir. Je ne savais pas ce que ça ferait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Girard ferma le dossier avec agacement. Ce mot, « j'ai obéi », ne le laissait pas tranquille. À des centaines de kilomètres de là, à Bruxelles, Poirot avait déjà accepté cela.
Jacques n'était pas le seul responsable. Mais il était le seul à vouloir payer. Madame Varnier, bien que n'étant pas criminelle au sens du code de la route, avait déplacé les pièces d'échecs jusqu'à obtenir échecs et maths. Son intelligence était d'un autre genre, émotionnelle, subtile. Elle n'a pas tué, mais elle a tué la volonté de celui qui le ferait pour elle. Et ce genre de culpabilité était le plus invisible de tous. Poirot avait appris au cours de sa longue carrière que toutes les vérités ne sont pas révélées par des preuves. Certains sont reconnus par instinct, par le rythme, pour la mélodie irrégulière qui demeure quand tout le reste semble harmonieux. Alors, lorsqu'il reçoit une invitation inattendue à une exposition privée à la Fondation Varnier, un Événement culturel sur la tradition française de l'orfèvrerie, il n'hésite pas à s'y rendre, La fondation était installée dans une nouvelle galerie, construite avec des fonds discrets et silencieux, qui portait le nom de Madame Geneviève Varnier comme présidente d'honneur. Aline n'apparaissait nulle part dans l'annuaire. Poirot, accueilli par une révérence professionnelle, arpentait les couloirs avec des yeux qui ne cherchaient pas l'art, mais l'histoire cachée. Les vitrines étaient remplies de couverts anciens, de chandeliers, de plateaux et de théières. Et, en arrière-plan, dans une section spéciale, une installation intitulée « Service incomplet, la place vide ». Là, sur du velours noir, une seule cuillère à café reposait sous un projecteur blanc. Il était identique à celui de l'affaire. Mais celui-ci n'avait aucun compartiment, aucune inscription. Juste un petit panneau disait, parfois, « La place la plus importante à la table est celle que personne n'a revendiquée ». Poirot sourit avec un mélange de respect et de tristesse. Le geste était celui d'Aline. Certainement. Pas de Madame Varnier qui aurait préféré ignorer le vide. Cette installation n'était pas un hommage. C'était un rappel. Et il comprit que, sans procès ni presse, l'histoire avait bel et bien été racontée, pas avec des mots. En symbole. Lorsqu'il quitta la galerie, déjà la nuit, Poirot marcha dans les rues tranquilles de Lyon jusqu'à atteindre l'ancien orphelinat Saint-Joseph. Je ne m'attendais pas à entrer. Je voulais juste le revoir une dernière fois. La clôture était encore rouillée, la pierre angulaire, intacte. Toute une génération était passée par là sans savoir qu'une fille de magnate dormait parmi ces lits étroits. C'est là que Claire Lemarchand avait commencé sa vie d'ombre. Et maintenant, dans un coin discret de l'histoire, son nom commençait enfin à avoir son propre poids. Poirot sortit un petit carnet de sa poche et écrivit avec son stylo-plume. Il n'y a pas de crime sans laisser de traces. Parfois, le plus invisible est celui qui perdure. Il a fermé le cahier. Et pour la première fois depuis des semaines, il avait l'impression qu'il n'y avait plus rien à déduire. Souviens-toi juste. Cette nuit-là, à son hôtel, une lettre l'attendait sur la table. Pas de timbre. Non signé, il disait simplement « Merci de ne pas chercher la punition. Merci d'avoir cherché la vérité. » Poirot l'a rangé sans le lire 2 fois. Parce que certaines choses, comme certaines cuillères, n'ont pas besoin d'être vérifiées. Il suffit de se comprendre. Chapitre 16. L'héritage qui n'a pas été écrit. Le train pour Marseille
glissait ses roues à un rythme doux, traversant les champs de lavande et les vignes qui ondulaient sous le ciel de fin d'été. Assis près de la fenêtre, Hercule Poirot portait avec lui une petite valise, sa canne à mancheron et une invitation écrite d'une main ferme et d'une écriture féminine. Il venait d'Aix-en-Provence. Madame Varnier lui demanda sa visite. La lettre ne contenait aucune supplication, aucune excuse, aucun embellissement. Juste une phrase. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant témoin. Si vous êtes bien celui que je crois, vous comprendrez pourquoi je vous invite. G.V. Poirot a vu de nombreux masques tout au long de sa carrière. Le masque de la victime, le masque du martyr, le masque du traître en pleurs. Mais celle de Madame Varnier était d'un autre genre. C'était le masque du devoir pris comme bouclier. et parfois, bien que rarement, il acceptait même d'avoir une conversation sans magnétophone ni carnet. La résidence à Aix était modeste, presque monastique. Un jardin de plantes aromatiques, des volets en bois blanc et une sculpture en bronze rouillé représentant une femme sans visage. La porte fut ouverte par Geneviève Varnier, elle-même vieillie avec élégance. Elle portait une robe gris-perle et une écharpe sombre autour du cou. Ses cheveux blancs étaient soigneusement rassemblés. « Merci d'être venu », dit-il, et il ne dit rien de plus. Poirot baissa la tête et entra dans le petit salon. « Avez-vous Eu la paix, madame? Je ne crois pas à la paix, répondit-elle. Je crois en la stabilité. C'est le maximum que l'on puisse espérer quand on a vécu dans le contrôle. » Ils s'assirent, tous les deux, à une table en bois, sans nappe. Le thé était déjà servi. Poirot ne l'interrompit pas. Il savait qu'il n'avait pas été appelé pour donner des conseils, mais pour entendre une confession qui ne pouvait être écrite. « Je ne veux rien publier. L'affaire n'est pas non plus rouverte. Ce qui s'est passé est arrivé. Tu l'as compris? C'est pour ça que tu es là. Je Ne l'ai pas jugé, madame. Je viens de le voir. Elle hocha gravement la tête. Aline s'en est sortie. Je sais qu'elle ne me pardonnera jamais complètement, mais au moins je ne la retiens plus. Lisette m'écrit chaque semaine, et c'est plus que ce que je mérite. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Poirot se pencha légèrement en avant. Claire, Ce n'était pas juste une aventure sans lendemain. Armand l'aimait profondément. Il la connaissait avant de me rencontrer. Lorsqu'il a appris qu'il allait être père, il a voulu faire ce qu'il fallait. mais il était aussi ambitieux. Et sa famille, son nom, ne permettait pas d'erreur. Elle a donc renoncé à l'amour et a choisi l'héritage. Il m'a choisi, par position, par structure. Et tu l'as accepté? Non, dit-il d'une voix sèche. Je l'ai acheté. J'ai acheté son repentir avec le silence, avec une maison, avec l'obéissance. Claire était le souvenir qui ne partait jamais. Et quand il est mort, j'ai pensé que tout était fini. Mais ça ne s'est pas terminé. Murmura Poirot. Madame Varnier sourit amèrement. Non, monsieur, parce que le passé ne disparaît pas. Il se cache simplement dans les tiroirs ou dans les cuillères. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Puis, elle se leva. Lentement,
se dirigea vers une vitrine basse et en sortit une enveloppe scellée avec de la cire ancienne. Ceci est le dernier testament qu'Armand a écrit. Il ne l'a jamais enregistré, il ne l'a jamais officiellement signé, mais il m'a demandé de le garder. Et si un jour il trouvait le courage, il le donnerait à quelqu'un qui le mérite. Poirot tendit doucement la main. Vous voulez que cela soit rendu public? Non, dit-elle fermement. J'aimerais qu'Aline décide. Je n'ai plus le droit de parler au nom de qui que ce soit. Poirot prit l'enveloppe, l'examina sans l'ouvrir et la plaça dans sa veste. Puis il s'est levé. Madame, tous les crimes ne sont pas punissables, mais tous les silences ont un prix. Vous avez commencé à en payer le prix. Elle le regarda dans les yeux. Tu penses que c'est suffisant? Poirot pencha la tête. Pour le monde, peut-être pas. Car ta conscience, toi seul le sais. Quelques jours plus tard, dans un café du quartier latin à Paris, Aline reçoit l'enveloppe en main propre. Il n'y avait pas de lettre. Il n'y avait aucune note. Seul le cachet inimitable du patronyme Varnier. Elle ne l'a pas Ouvert à ce moment-là, il le tenait simplement dans ses mains, comme s'il pesait plus qu'un testament, comme si elle portait en elle non seulement un héritage. mais une enfance, une mère perdue et un nom qu'elle pouvait enfin prononcer sans peur. Claire Lemarchand. Dans son appartement bruxellois, Poirot a pris une dernière note dans son carnet. Le crime n'était plus le meurtre, mais le silence qui y avait conduit. Et la justice n'était pas rendue par la loi, mais par l'acte le plus humain qui soit, abandonner le contrôle. Puis il ferma le cahier. Pas pour toujours, bien sûr, mais pour l'instant, oui. Chapitre 17. La voix dans la lettre non envoyée. Quelques jours après avoir reçu le testament non enregistré, Aline se promenait dans le jardin du Luxembourg, l'enveloppe toujours scellée dans son sac à main. Je ne l'avais pas ouvert, non pas parce qu'il craignait son contenu, mais parce qu'il comprenait que cela était un acte irréversible. Une fois ces mots lus, le voile entre ce qui était et ce qui aurait pu être serait déchiré, et il ne serait plus possible de prétendre que le passé n'était que l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me promenais parmi les châtaigniers, et Les chèvrefeuilles, regardant les enfants jouer avec des voiliers dans les fontaines. Là, au milieu des rires innocents, le monde semblait plus simple. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose continuait à battre avec un rythme caché. Sur un banc à proximité, il ouvrit son carnet. Il a commencé à écrire sans réfléchir, sans planifier. Laisser simplement couler l'encre, comme si l'âme avait besoin de s'échapper par la pointe du stylo. À toi, Claire, ma mère inconnue, ma vérité tue. Aujourd'hui enfin, je te nomme sans peur. J'ai grandi en croyant que les arbres généalogiques étaient des lignes droites, mais tu étais la courbe que le monde insistait pour effacer. On m'a appris à respecter les silences, comme s'ils étaient des vertus. Ils m'ont dit que certaines choses ne sont pas demandées, et moi, docilement, je ne leur ai pas demandé. Mais maintenant je sais. Je sais que tu ne m'as pas abandonné, que tu as été arraché à l'histoire, que tu étais dessiné comme une ombre alors que tu étais lumière. Aujourd'hui, j'ai ton portrait accroché dans mon salon. et non pas comme une relique, mais comme un miroir. Aujourd'hui, je tiens entre mes mains un testament qui vous nomme sans ambiguïté. Pas par pitié, pas pour correction, mais pour la vérité.
et je ne sais toujours pas si je veux l'ouvrir. Parce Que tu m'as déjà donné ce dont j'avais besoin, ton nom. Et ça me suffit. Il a signé simplement comme Aline. Il a mis la feuille dans l'enveloppe. Et ce faisant, il a décidé de ne l'envoyer à personne. Non pas parce que cela ne valait pas la peine d'être lu, mais parce que je savais qu'il y avait d'autres moyens de communiquer l'essentiel. Cette nuit-là, dans son appartement parisien, il a finalement brisé le sceau et déplié le testament original. Il n'a pas pleuré, il n'a pas tremblé. Il lisait chaque mot avec la sérénité de quelqu'un qui n'a plus besoin de preuves. À la fin du document, une phrase écrite à l'encre plus claire et d'une main plus tremblante que les autres la fit s'arrêter. Et si jamais cette lettre te parvient, ma fille, sache que ma lâcheté était due à la peur et non au manque d'amour. J'ai toujours su que tu avais droit à ta place. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir donné de mon vivant. Aline a fermé le document. Il alluma alors une bougie et, lentement, brûla la feuille. Pas par mépris, mais... Pour la libération, le feu n'était pas une punition, c'était un rituel. À Bruxelles, Poirot a reçu une carte postale sans adresse de retour. Une seule image, le portrait de Claire, accroché sur un mur clair. Ci-dessous, en petites lettres, l'inscription « Je n'ai plus besoin de ton testament ». Elle m'a tout donné. Poirot le plaça parmi ses objets les plus précieux, juste à côté de sa loupe et de la cuillère vide. Cette nuit-là, alors qu'il éteignait la lumière dans son salon, il pensa que toutes les affaires ne se terminent pas par une arrestation ou une condamnation. Certains finissent par avoir une fille qui s'autorise enfin à aimer celui qui l'a mise au monde, même si cet amour n'a jamais été exprimé. Chapitre final. La cuillère à sa place. 1 an après l'incident, une nouvelle aile a été ouverte dans une salle d'exposition du musée des arts décoratifs à Paris, les objets du silence. La collection était consacrée aux objets du quotidien qui, au-delà de leur fonction, cachaient des histoires humaines. Parmi les horloges avec des lettres non livrées, les broches avec des compartiments secrets et les portraits peints sur des portraits précédents, un objet se distinguait par sa simplicité et son manque d'ornementation. Une cuillère en argent. Aucune inscription. Pas de compartiment. Juste un titre, le lieu qui a été nié, et puis reconnu. Personne n'aurait connu son histoire exacte si ce n'était pas grâce à l'homme qui l'a sauvé du récit de l'oubli. Hercule Poirot, invité spécial du vernissage, n'a pas pris la place d'honneur. Il préférait rester à l'écart, observant le flux des gens, les regards curieux et les interprétations vagues. Et il aimait ça, parce que le mystère, comme la vérité, était plus puissant lorsqu'il n'avait pas besoin d'être expliqué. Le même après-midi, Poirot fut approché par un jeune journaliste de Le Monde, curieux de connaître la légende. Derrière l'objet central de l'exposition. Monsieur Poirot, on dit que vous avez résolu l'affaire de la cuillère, dit-il avec un mélange de respect et de malice. Était-ce vraiment un crime? Poirot pencha la tête avec un léger sourire. Ah, mademoiselle, cela dépend de la façon dont vous définissez le crime. Le meurtre est-il le seul délit punissable? Ou est-ce aussi l'acte de nier l'identité de quelqu'un par commodité? Et qui était le coupable? Il y avait beaucoup de coupables, comme dans toute bonne tragédie. Mais la rédemption, c'est ce qui nous fait avancer. La jeune femme
resta silencieuse quelques secondes. « Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette cuillère ?» Poirot répondit sans regarder l'objet. « Rien !» Sauf qu'elle fut pendant un instant la seule porteuse de vérité dans une maison pleine de mensonges. Ce soir-là, Poirot retourna à son appartement. Sur son bureau, il gardait toujours le carnet en cuir où il notait ses pensées privées. Il l'ouvrit à la dernière page du dossier. Il a ajouté une ligne supplémentaire. Ce n'est pas la cuillère qui a résolu le crime, mais l'absence de sa jumelle. Comme dans toute bonne histoire, ce qui manque en dit plus que ce qui est là. Il a fermé le cahier. Il traversa l'appartement, se versa une tasse de tisane et s'assit devant la fenêtre ouverte. Les lumières de Bruxelles scintillaient comme des souvenirs lointains. Depuis l'étagère, deux objets l'observaient. La cuillère à café originale, témoin silencieux du crime, et une copie identique envoyée plus tard par Aline. Ensemble, ils ne constituaient pas une preuve, c'étaient des promesses. Un, à ne pas oublier, l'autre, à ne pas répéter. Des semaines plus tard, il a reçu une lettre. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais le coup était familier. « Monsieur Poirot, j'ai commencé une archive familiale. Non pas par vanité, mais par justice. Claire n'est plus un nom effacé. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer des bourses pour les jeunes orphelins. Je leur donne une table pour s'asseoir. Merci d'avoir vu dans la cuillère ce que personne ne voulait regarder. Avec gratitude, Aline. » Poirot rangea la lettre dans le même tiroir, où se trouvaient d'autres lettres tout aussi chaleureuses, mais moins claires. Parce que cette histoire, finalement, a eu une conclusion. Tout le monde ne l'a pas. Dans sa dernière note sur l'affaire, il écrit « Ce n'est pas un meurtre que j'ai résolu, c'était une lignée. Je n'ai pas arrêté un crime, j'ai restauré un lieu. Et la justice, mes amis, ne siège pas toujours dans une salle d'audience. Parfois, il est servi sur une table, avec une seule cuillère à café. »